président de la République Alassane Ouattara quitta Abidjan ce dimanche pour New York aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était sur le chantier du pont de Jacquesville. Le projet, qui a connu un arrêt, est relancé. Daniel Kablan-Duncan est allé constater l'avancée des travaux de ce pont qui va coûter un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Et puis, depuis hier, un supermarché kenyan a été pris en otage par des terroristes Chebab somaliens. Cette prise d'otage a fait 59 morts et 175 blessés. La police kenyane a lancé l'assaut pour libérer le supermarché. Et pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elle est créée depuis 1998. Elle a permis à plusieurs entrepreneurs de bénéficier de formations en gestion des entreprises et pérenniser leurs affaires et lutter surtout contre la pauvreté. Nous recevons tout à l'heure pour en parler M. Jérémy Chikwadjo, président de l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Ce sera pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RT1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche pour New York aux États-Unis d'Amérique où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de cette session, le chef de l'État prononcera une allocution à la tribune des Nations unies le mercredi 25 septembre. Il y aura une rencontre avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Il présidera également une réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs hautes personnalités. La ville de New York va accueillir mardi les délégations de 193 États membres des Nations unies. C'est à la faveur de la 68e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, une rencontre à laquelle va prendre part le chef de l'État Alassane Ouattara. Les enjeux de cette rencontre avec Awa Touré, envoyé spécial de RT1 à New York. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a ouvert le mardi 17 septembre sa 68e session au siège de l'organisation à New York. Une session qui s'étend sur un an. Composée des représentants des 193 États membres, l'Assemblée générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU. C'est un cadre multilatéral de discussion sur les questions internationales. Le président de la République Alassane Ouattara va prendre part à cette 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU dont le principal enjeu est le programme de développement post-2015. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'agenda pour le développement après 2015, post-2015, plantons le décor. Pendant la décennie passée, qui va finir en 2015, l'objectif c'était les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et déjà, donc, nous devons évaluer comment ces objectifs ont été réalisés et déjà planter les décors pour l'après 2015, parce que les enjeux sont nombreux. Le discours que le président va faire le mercredi 25, bien sûr, va donner la perspective de la Côte d'Ivoire par rapport à ce que nous entendons voir être prioritaire pour l'après 2015. Bien entendu, après avoir évalué comment nous avons réalisé les objectifs préliminaires pour le développement d'ici à 2015. La communauté internationale s'est fixé une date butoir, 2015, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Si des progrès notables ont été réalisés dans le cadre des OMD, beaucoup reste à faire et cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient à une période charnière, c'est-à-dire à quelques mois de 2015, est une opportunité pour préparer le terrain en vue de déterminer les priorités du programme de développement appelé à prendre le relais des OMD.
Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était sur le chantier du pont de Jacquesville. Le projet qui a connu un arrêt est relancé. Le Premier ministre est allé constater l'avancée des travaux de ce pont qui va coûter un peu plus de 25 milliards de francs CFA. Hugues Hervé Blé. En se rendant sur le terrain, constater l'avancée des travaux du pont de Jacquesville, le Premier ministre avait à cœur de réaffirmer la volonté du gouvernement, celle d'achever dans un délai raisonnable l'ensemble des infrastructures en cours de réalisation pour rendre aisé le déplacement des populations. Les travaux du pont de Jacquesville sur la lagune Ébrié ont pris du retard, mais tout est mis en œuvre pour vite terminer l'ouvrage et soulager ainsi les populations soumises par moments à une longue attente avant d'emprunter le bac pour rallier l'autre rive. Les travaux avancent très bien. Il y a un beau monde, environ une quinzaine de personnes sont arrivées. Et à côté de ça, il y a une nouvelle foreuse qui est arrivée. Il y a 2 coffrages qui ont été élaborés et qui vont être disponibles à la fin du mois. C'est pour dire que toutes les dispositions ont été prises maintenant pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés, qui est le respect du délai. L'autoroute Saint-Grobo-Yamsokro la semaine dernière, ce dimanche l'autoroute de Grand Bassam, mais avant, samedi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allé s'imprégner des réalités du chantier du pont de Jacquesville. Le Premier ministre est surtout allé exprimer l'engagement du gouvernement à lever tout obstacle à la finition de ces ouvrages, notamment du pont de Jacquesville. Le président Alassane Ouattara, j'ai eu d'ailleurs juste avant de venir ici, a demandé de comprendre toutes les dispositions pour pousser donc la machine. C'est un pont qui va coûter autour de 25 milliards donc, de francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA financés donc, par la partie ivoirienne, mais les autres sont apportés donc, par les concours extérieurs, notamment donc, la BOAD, la BADEA, le PEP. Enfin, il y a une série donc, de banques qui permettent donc, le financement donc, de cette opération. Donc il faut qu'on discute avec eux pour faire en sorte que l'aspect ressources financières ne manque pas. Et maintenant, comme les éléments techniques y travaillent, logiquement, on doit avoir maintenant une cadence plus accélérée au niveau donc, de la fabrication donc, technique de cet élément-là. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, ont pu apprécier au cours de leur visite de chantier les appuis du pont en lagune. Il devrait être livré courant 2014, aura une longueur totale de 608 mètres, une largeur de 10,50 mètres et comprendra 17 appuis composés chacun de 3 pieux. Autre sujet, il se tiendra pendant une semaine ici à Abidjan à l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, des rencontres de réflexion sur la bonne gouvernance. Ces rencontres seront animées par des experts dans plusieurs secteurs d'activité. Objectif, réfléchir sur comment aider les pays africains à se développer. La bonne gouvernance comme outil de développement, le processus démocratique, leadership et les modèles politiques, le management des organisations politiques, religion, spiritualité et ordre mondial, jeunesse et lutte politique sont entre autres les thèmes qui vont être débattus ici à Abidjan pendant une semaine à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Seront présents des universitaires, des chefs d'entreprise, des responsables d'organisations non gouvernementales, des ministres et des anciens chefs de gouvernement et experts dans plusieurs secteurs d'activité. Tous vont réfléchir sur des modèles de développement pouvant aider le continent africain. Pendant de nombreuses années, l'Afrique a présenté un palmarès, je dirais, assez négatif en matière de gouvernance. Et la mauvaise allocation des ressources nationales, la gestion inéquitable de ces ressources ont fait que souvent il y a eu des révoltes, il y a eu des oppositions, il y a eu des contestations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en ce début de siècle, nous pensons qu'il faut changer de mentalité, il faut changer de méthode, il faut changer de pratique, il faut changer de comportement. Et donc un tel forum qui va rassembler des spécialistes et des non-spécialistes, des praticiens et des théoriciens, va permettre de former les individus à ces règles et à ces méthodes de gestion, je dirais, nouvelles. Cette rencontre sera annuelle et les résultats seront mis à la disposition des gouvernants, des leaders syndicaux et des partis politiques, des animateurs de médias, des religieux et des responsables des organisations de la société civile pour s'en imprégner et aider le continent africain à se développer.
Réforme des services de sécurité en Côte d'Ivoire. Le groupe de travail du ministère chargé de la sécurité était en conclave à Grand-Bassam. Objectif, mettre tous les acteurs au même niveau d'information et examiner chez les conclusions du groupe de travail sur le dysfonctionnement des services de sécurité chez les voies pour améliorer la qualité des services de police. Pour nous en parler, Léon Brou Kwame. Après 4 jours d'autocritique pour trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité des services de sécurité, les directeurs centraux et préfets de police valident les conclusions du groupe de travail sur la réforme de la police. Ces propositions se déclinent en 3 points essentiels: redéfinition du statut de la police, augmentation des capacités des infrastructures de formation et changement de mentalité du policier. Des idées qui, une fois traduites en actes, devront permettre une professionnalisation de la police. L'objectif visé ici, c'est de rendre la police plus proche des populations. Il faudrait que le policier ivoirien soit désormais au service de la population, qu'il soit républicain. Les recommandations qui ont été prises vont être présentées à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et présentées au comité de pilotage. Ces propositions, si elles sont adoptées par le comité de pilotage de la réforme des services de police, vont être soumises au gouvernement pour leur prise en compte dans le cadre de la réforme globale du secteur de la sécurité. Déjà, les acteurs clés de ce processus, au niveau du ministère en charge de la sécurité, s'engagent à la mise en œuvre de ces propositions. Ils sont encouragés par la tutelle et le programme des Nations Unies pour le développement. Et tout à fait autre chose, le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique vient de lancer un projet. Il s'agit de l'importance de l'immigration et de son impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Patricia Omou-Etia. L'immigration en Côte d'Ivoire est surtout une immigration de travail, indique l'AGEP. Toujours selon l'Agence pour la promotion de l'emploi, plus de 4000 visas de travail ont été délivrés sur la période de 2000 à 2006. Ces chiffres confirment que la majorité des migrants travaillent dans le secteur informel. Ça vaut au moins 11 ans, 12 ans ici. Tu es bien ici? Ah, Dieu merci, franchement, ici, bien ici. Les gens m'ont accepté ici? Les gens m'ont accepté, ils m'ont accueilli bien, ils me reçoivent bien. Ce que je gagne, on va aussi à la famille là-bas, mais ici aussi à ma famille, je partage avec eux. Depuis 10 ans, je suis là. Depuis 10 ans, tu fais du commerce? Oui. Il n'y a pas de problème pour m'accueillir. Il n'y a rien à comprendre. Quand je suis petit, j'envoie là-bas aussi. Le projet lancé par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique a été mis en œuvre dans 10 pays sélectionnés. En Côte d'Ivoire, les autorités compétentes se sont appropriées ce projet qui vise à réfléchir sur le lien entre migration et développement. La facilitation de la migration en direction de la Côte d'Ivoire a non seulement permis le développement de notre pays, mais également de toute l'Afrique de l'Ouest, qui représente 9 immigrés sur 10 en Côte d'Ivoire. On a des immigrés, on a des émigrés qui vont vers d'autres pays. Et comment on peut tenir compte de ces personnes étrangères dans le pays ou d'Ivoiriens à l'extérieur pour maximiser les bénéfices liés à la migration sur le développement. Plateforme d'échange et de dialogue, l'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des pays à inclure la dimension migratoire dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Mission d'information et de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat. L'opération va permettre aux décideurs de disposer de chiffres fiables afin d'orienter le développement de la Côte d'Ivoire. Les comités locaux des départements de Sakassou et de Botro sont installés, nous dit Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Cérémonie de lancement du 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH dans le département de Sakassou. Occasion pour le chef de mission Soumaoro Siaka d'expliquer à la population la nécessité de ce recensement. Une opération qui permettra de faire une meilleure planification et une adéquation entre les réalisations d'infrastructures et le nombre d'habitants dans chaque localité.
car aucune action de développement ne peut se réaliser sans recensement. Il a aussi indiqué qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un recensement politique ni électoral. Il est important de savoir aussi le nombre de la population par sexe et par tranche d'âge. Le chef de mission a donc exhorté la population à s'approprier ce projet. Le comité départemental de Sakassou, dirigé par le préfet du département et ses membres, ont été présentés de même que les affiches et les logos au public. La population est donc appelée à se mobiliser et à faire en sorte que tous les habitants de chaque village soient recensés. Le chef de l'État a dit que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Si nous ne faisons pas de telle sorte que nos habitants soient totalement recensés et que nous échouons 20 habitants près, nous ne serons pas pris en compte. Après Sakassou, cap a été mis sur Botro, où les mêmes messages ont été véhiculés. Le recensement général de la population et de l'habitat coûtera plus de 12 milliards, dont plus de 7 mobilisés par l'État ivoirien. Le recensement général de la population et de l'habitat 2013 démarre le 4 novembre pour s'achever le 3 décembre 2013. Les autorités de Soubré dans la région de la Nawa ont rencontré la population pour les instruire sur les nouvelles lois adoptées par l'Assemblée nationale, notamment surtout celles relatives au foncier rural et à la nationalité. Plus de précisions sur cette rencontre avec Vénance Herman Niamien. Foncier et code de la nationalité en Côte d'Ivoire, les nouvelles lois adoptées par le Parlement ivoirien expliquaient aux populations de Soubré. Le député de Soubré, à travers cette démarche, entend instruire la population sur le contenu de ces lois afin d'éviter les interprétations. Abordant le chapitre du foncier, l'honorable Sekouba Soumaoro indique que la loi fait obligation à tout propriétaire terrien de se faire établir un titre foncier sur sa parcelle et que celle-ci ne peut faire l'objet de vente. Sekouba Soumaoro d'ajouter qu'un délai de 10 ans lui est accordé pour se mettre en règle, faute de quoi la parcelle deviendra la propriété de l'État. Concernant la loi sur la nationalité, le législateur révèle que, contrairement à ce qui se raconte, il ne s'agit pas de naturalisation systématique, mais plutôt de régler la situation des personnes nées en Côte d'Ivoire, de parents étrangers et âgés de moins de 21 ans révolus à la date du 20 décembre 1961. Il s'agit, selon lui, de personnes ayant leur résidence habituelle et sans interruption en Côte d'Ivoire avant la date de l'indépendance, de personnes nées en Côte d'Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers, ainsi que de leurs enfants nés en Côte d'Ivoire. Il précise toutefois que ces personnes ne peuvent acquérir la nationalité ivoirienne que si elles en formulent la demande. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux populations d'être éclairées sur ces nouvelles lois. Du matériel de salubrité a été offert à 30 villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine montant du don 800 millions de francs CFA. Francis Boifo nous en parle. Encore du matériel de salubrité remis symboliquement aux maires de 30 villes de l'intérieur du pays après le don du gouvernement en février dernier. Valeur du don, environ 800 millions de francs CFA. Cette fois, le geste est fait par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Mesdames et messieurs les élus, nous vous exhortons à poursuivre le travail de proximité que vous avez déjà commencé auprès des populations afin de les amener à adopter un comportement éco-citoyen. La tâche n'est certes pas facile. Elle requiert volonté et patience. Vous pouvez compter sur nous. La gestion des déchets est une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. L'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR indique que 80 000 tonnes d'ordures ménagères sont collectées et mises en décharge chaque mois à travers le district d'Abidjan. L'effort représente 960 000 tonnes d'ordures ménagères collectées par an. Un cabinet d'expertise comptable vient de faire des dons à la PMI de Yamoussoukro. Ce sont des médicaments et du matériel médical pour soulager les usagers de ce centre sanitaire. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. La PMI de Yamoussoukro, quartier Habitat, vient d'être soulagée. En effet, un cabinet international d'expertise comptable a fait un don à ce centre de santé. Le don est constitué de 200 kits d'accouchement, de balances pour les peser et d'antipalustres. Ce don permettra
au personnel de cette structure sanitaire publique de recevoir les patients avec plus de sérénité. Pour la directrice de la structure, ce geste est à saluer. Pour le donateur, assister les populations sur le plan social fait partie de la vision de son entreprise. Cette remise de dons a été également saluée par les autorités administratives et politiques de Yamoussoukro qui ont fait le déplacement à cette cérémonie. Ce cabinet international d'expertise comptable entend renouveler ce geste très prochainement avec d'autres structures. Les personnes affectées par le VIH-Sida et les orphelins et enfants rendus vulnérables par cette maladie dans la région de Mans retrouvent la joie de vivre. Ils bénéficient des conseils d'une prise en charge médicale à travers un projet baptisé VIH-R9, exécuté par une organisation non gouvernementale. Eugène Atoubé. Hier, victime de stigmatisation, cette femme fait partie des personnes affectées par le VIH-Sida qui accepte aujourd'hui de témoigner à visage découvert. Elle assure que sa vie n'est plus en danger depuis qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale. C'est le contraire de sa fille, du moins jusqu'à l'avènement du projet baptisé VIH-R9, exécuté depuis l'année 2012 par l'ONG APROSAM dans la région de Mans. En tout cas, vraiment, ça s'est bien passé. Ma fille était malade et je suis allée là-bas pour une prise de sang. Et on m'a dit que c'était ça. Et ils se sont occupés de moi. En tout cas, ils se sont bien occupés de ma fille. Actuellement, là, ça va. J'étais malade. Ils m'ont donné l'argent, ça là, chez HKR. Ils m'ont donné les médicaments. L'ONG APOSAM, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, intervient dans les districts sanitaires de Mans, Bangolo, Diokwe, Dioglo, Taï, Issia, Gagnoua et Soubré. Sa mission, essentiellement la prise en charge médicale, consiste en un soutien aux districts sanitaires de sa zone d'intervention pour l'achat de médicaments pour lutter contre les maladies opportunistes liées au VIH-Sida. En termes de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux OIV, les objectifs ont été atteints. Donc nous retenons que les activités se sont déroulées correctement. Il y a un engouement, une motivation, une mobilisation autour des activités de prévention et de soins et soutien au PVVIH. Donc on pense que la tendance va vraiment s'améliorer dans les années. Pour plus d'efficacité sur le terrain, les partenaires relais favorisent la mise en œuvre effective des actions de l'ONG APOSAM en faveur des populations affectées. Ce sont les personnes vivant avec le VIH-Sida, les OEV, orphelins et enfants rendus vulnérables par le sida. La dernière rencontre de ce mois de septembre, réunissant les responsables de l'organisation, ceux-ci ont relevé les difficultés dans la coordination des actions, notamment la formation tardive des conseillers communautaires et l'insuffisance des médicaments, ainsi que leur mise à disposition tardive dans les districts sanitaires. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, à Boukebo, village de la sous-préfecture de Nangui-Bonou dans le département de Boaké veut se développer. Les cadres, fils et filles du village ont initié plusieurs projets en faveur des femmes et des jeunes. Doigt de laser. Boukebo, village de la sous-préfecture de Nangui-Bonou dans le département de Boaké veut se développer. Les cadres, fils et filles de cette localité, en plus des investissements faits pour le lotissement du village et des rencontres régulières tant à Abidjan qu'au village pour maintenir la cohésion sociale, ils invitent aujourd'hui les femmes de Boukebo à l'entente et à la création d'une coopérative pour avoir accès au microcrédit. Quant aux jeunes, les responsables de l'organisation pour le développement du village, baptisée Gourebo, ont promis les former aux activités agropastorales et artisanales. En plus de la formation à travers les microfinances, des moyens seront mis à leur disposition pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Pour ceux qui ont des talents d'artistes, leur promotion sera faite. Objectif de ce vaste programme, la modernisation de Boukebo, village de la sous-préfecture de Nangui-Bonou. Troisième journée internationale sur l'éthique des médias. Parlons-en avec Honorine Kakoubla Anigori, ici en Côte d'Ivoire. Elle a été organisée par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éthique dans la société et le Centre international sur l'éthique des médias.
C'est autour du thème « La gestion des sources d'information par les journalistes entre éthique et réalité du terrain » que s'est tenue la 3e journée internationale sur l'éthique des médias. Pour Magloire Diop, président des journalistes sportifs, qui s'est prononcé sur ces thèmes, il a situé l'auditoire sur l'identification des sources d'information que sont les sources institutionnelles, intermédiaires, personnelles et occasionnelles à l'entame de son exposé. Selon ce panéliste, le rôle du journaliste est de respecter la vérité dans le rendu des informations. Ensuite, il doit promouvoir les valeurs universelles et morales dans ses écrits et ses dires. Le journaliste est un acteur social. C'est quelqu'un de très important dans la société. Le journaliste doit pouvoir faire en sorte d'équilibrer ce rapport-là, qui doit pouvoir dominer le pouvoir d'argent, il doit pouvoir dominer ses liens affectifs, il doit pouvoir dominer les intérêts personnels pour servir l'intérêt général, pour servir la vérité. Le RIPES a été mis sur pied par un groupe d'intellectuels majoritairement ivoiriens sur la base d'un besoin d'éthique constaté dans notre société aujourd'hui. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éthique dans la société entend à travers ces rencontres réaliser des actions de formation et de sensibilisation auprès des médias, des entreprises publiques et privées pour la valorisation de l'éthique. En Guinée, les élections législatives sont reportées à samedi prochain. Le dialogue a triomphé. Les partis politiques se sont entendus sur ce report pour que les élections se déroulent dans de meilleures conditions. Un supermarché kényan a été pris en otage par des terroristes Shebab somaliens pour se venger du Kenya qui les a combattus en Somalie pour la libération de ce pays. Cette prise d'otage a fait 59 morts et 175 blessés. La police kenyane a lancé l'assaut pour libérer le supermarché. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de religion. Le village de Yaoko-Kroko, dans la sous-préfecture de Tabagne, a célébré sa première religieuse, sœur Martha Kouman Abena Gboko. Une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion par Monseigneur Alexis Chitouabli, évêque du diocèse d'Agboville et président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Rappelons que c'est en 2012 que la sœur Martha Kouman Abena Gboko a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Une autre religieuse fêtée cette fois dans la localité de Diapé, dans le département d'Adzopé, Angeline Ayebi, a aussi décidé de consacrer sa vie à Dieu. Thérèse Tapé-Yoboué. La famille de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul-de-la-Croix s'est agrandie avec la profession perpétuelle de sœur Angeline Chia Ayebi. Elle a décidé définitivement de faire don de sa vie à Jésus-Christ. La cérémonie s'est déroulée à Diapé, village qu'il a vu naître, dans une ferveur totale. Monseigneur Yulo Touabli, évêque du diocèse d'Agboville, a présidé la cérémonie eucharistique. Jésus-Christ a regardé Angèle Ayebi comme lui seul s'est regardé. Il a aimé comme lui seul s'est aimé. Alors, il a choisi. Il a choisi et mis à part pour faire d'elle sa part personnelle. C'est depuis la tendre enfance qu'Angeline a décidé d'être sœur. Tout a commencé quand j'avais 9 ans et les sœurs passionnées venaient d'arriver dans la paroisse de Boudépé. Et un jour, elles sont arrivées à Diapé et je les ai vues. Vraiment, ça m'a frappé, l'accoutrement, les sœurs. Sœur Angeline a déjà un grand frère, prêtre. Sœur Série est la responsable de cette congrégation en Côte d'Ivoire. La congrégation des sœurs passionnistes a été fondée en 1815 à Florence, en Italie, par une laïque, Maria Maddalena. Cette congrégation compte 113 sœurs en Afrique, 8 en Côte d'Ivoire, présentes dans 3 communautés, Boudépé, Yopougon-Quartier Maroc et Abadjandoumé, où elle s'occupe de l'éducation et de la santé des populations.
Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elle est créée depuis 1998. Elle a permis à plusieurs entrepreneurs de bénéficier de formations en gestion des entreprises et pérenniser leurs affaires et surtout lutter contre la pauvreté. Nous recevons justement pour en parler M. Jérémy Kouadio, président de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'une PME? Bonjour, M. Alvor. Bien, selon le décret 2012-05 du 11 janvier 2012, on définit une PME selon 4 critères. La reconnaissance juridique, le paiement de ses impôts, la déclaration fiscale et l'ensemble de la constitution juridique. Alors, on dit PME, petite et moyenne entreprise. À quel moment on parle de petite entreprise? À quel moment on parle de moyenne entreprise? Bien, il faut reconnaître qu'il y a une catégorisation au niveau des PME. Il y a ce que nous appelons les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et lorsque vous prenez au niveau des caractéristiques, nous nous retrouvons avec une petite entreprise. C'est une entreprise qui emploie au moins 50 personnes avec un chiffre d'affaires hors taxe supérieur ou égal à 150 millions. Et lorsque vous avez la moyenne entreprise, c'est une entreprise qui emploie au moins 200 personnes avec un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 1 milliard. Et après la petite entreprise, la moyenne entreprise, on peut passer à la grande entreprise. Oui, après la petite entreprise, la moyenne entreprise, il y a l'entreprise intermédiaire qui emploie 480... L'entreprise intermédiaire d'abord. Oui, intervient l'entreprise intermédiaire qui emploie 499 salariés. Alors très bien, vous existez depuis 1998. Avant vous, il y avait un autre président. C'est ça. Oui. L'organisation des petites entreprises de Côte d'Ivoire a été mise en place en janvier 1998. Le premier président fut M. David Keren. Il a dirigé l'organisation pendant une durée de 12 ans. Et depuis le 23 avril 2013, j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de l'organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Alors, très rapidement, lorsqu'il était président de votre organisation, vous étiez membre de son bureau? Est-ce que vous étiez membre? Oui. Alors, donc, très rapidement, son bilan en matière de lutte, bien sûr, contre la pauvreté. En 2009, au niveau des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons eu à financer un projet de riziculture dans la zone de Zionula à hauteur de 57 millions. Et nous sommes allés aussi du côté de Zogui, non loin de Azopé. Nous avons fait la réhabilitation de 7 classes au niveau de l'école primaire. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé? Bien, au niveau administratif, il faut reconnaître que les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons un bureau consultatif, un bureau exécutif et un conseil de surveillance. Mais il faut reconnaître que à la tête, il y a un président élu, il y a un secrétariat général. Nous avons les membres d'honneur, nous avons les membres actifs, nous avons les membres honoraires et nous avons les volontaires. Très bien. Alors, cette organisation est dirigée actuellement par vous, M. Kouadio. Vous avez parlé très rapidement du bilan de M. Keren, c'est ça, M. Keren? C'est ça. Alors, vous, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, depuis que j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de l'organisation, M. Alvor, il faut reconnaître que je suis allé à la rencontre des chefs d'entreprise. Le besoin commun de toutes les entreprises, c'est la couverture maladie. Tout le monde me dit, Monsieur le Président, le problème que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à donner la couverture maladie à mes entreprises, à mes employeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait étendre la plateforme de couverture maladie de l'organisation à toutes ces entreprises. Aujourd'hui, nous avons 3000 membres au niveau de l'organisation. Donc, nous avons écrit à tous les maires d'Abidjan pour qu'il y ait une campagne médicalisée. En cela, la mairie de Makori a répondu. Donc vous verrez que dans les jours à venir, nous allons lancer la campagne médicalisée pour permettre à toutes les entreprises d'avoir accès à notre plateforme de couverture maladie à moindre coût. M. Kouadio, cela a un coût. C'est un moindre coût, mais c'est un coût tout de même. Oui, il y a les petites et moyennes entreprises. Il y en a peut-être. Alors ça va coûter combien? Très rapidement. La couverture maladie, comme je le dis, c'est un coût forfaitaire. Lorsque vous prenez la micro-entreprise qui emploie 10 salariés, si le chef d'entreprise décide d'accorder la couverture maladie à ses employés,
c'est au minimum 63 000 francs qu'il faut payer afin de pouvoir bénéficier d'une couverture de grande qualité. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs, vous avez accès à notre couverture maladie. Et là, lorsque nous allons finir, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous comptons mettre en place l'hôpital général des PME. Ce sont des mesures incitatives qu'il faut avoir et encourager la jeunesse à aller au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, lorsque nous avons été reçus à la primature, nous découvrons que M. Aoutou avait un sens aigu de l'entrepreneuriat. Et il nous disait que si aujourd'hui nous avons pu lancer la couverture maladie pour permettre à ce qu'il y ait l'hôpital général des PME, ce sera un grand pas que nous comptons mener. Alors, il y a combien de membres dans votre organisation? L'organisation compte en tout et pour tout aujourd'hui 3500 membres sur tout le territoire ivoirien. Comment adhérer? Pour y adhérer, il faut être porteur de projet. Il faut être porteur de projet, artisan ou dirigeant d'entreprise. Et vous venez, vous allez nous donner tous les éléments qui prouvent que vous avez votre entreprise. En ce moment, vous allez vous enregistrer pour que nous puissions vous encadrer. Alors, il y a 3500 membres. Vous avez 3500 membres. Comment vous les organisez pour lutter contre la pauvreté? Surtout quand il s'agit des jeunes et des femmes. Au niveau de l'organisation pratique, nous avons des conseillers en formation. Les conseillers en formation, ce sont des volontaires de l'organisation qui sont répartis sur tout le territoire ivoirien, qui vont à la rencontre des entreprises, leur expliquer le bien fondé de se faire former afin de mieux gérer son entreprise. Donc en matière organisationnelle, nous avons ces services qui sont sur le terrain et qui encadrent ces PME. Oui, se faire former et surtout être entrepreneur, pourquoi pas? Parce que ça fait partie de vos missions aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Alors quel conseil vous donnez à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui ont envie d'être entrepreneurs? Aujourd'hui, le premier conseil que nous réussissons à donner aux entrepreneurs, à tous ceux qui veulent entreprendre, nous demandons à la jeunesse ivoirienne d'avoir confiance en elle-même, de croire en ses projets. Maintenant, si vous voulez créer votre entreprise, il faut avoir une parfaite maîtrise de votre projet. Il faut connaître le projet, le service que vous voulez proposer aux gens. En ce moment, lorsque vous finissez, il va falloir vous faire former. Mais je reviens un peu sur la maîtrise du projet. Vous voulez par exemple vous engager dans le domaine agro-pastoral. Cela veut dire que plus tard vous allez créer votre entreprise. Il va falloir maîtriser le secteur. Quels sont les acteurs qui sont dans les différents endroits? Mes futurs fournisseurs, les artisans, les clients à qui je vais écouler mon produit demain. Donc cela suppose que du coup, il faut prendre attache avec eux. Donc du coup, nous constatons que déjà sur le terrain, il y a un travail qui doit être réalisé. Donc c'est pour cela que nous invitons à tous les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, déjà avec 50 000 francs pour celui qui va avoir une entreprise agro-pastorale. Et plus tard peut-être qu'avoir une entreprise qui va être spécifiée au niveau de l'élevage. Pourquoi ne pas commencer avec ces 50 000 francs dans le domaine des ventes des œufs, jusqu'à ce que vous maîtrisez sur le terrain, dans les détails, comment il faut faire écouler le produit et que demain, lorsque vous décidez à vous faire former, parce que l'organisation des PME d'entreprise de Côte d'Ivoire, c'est le patronat des PME en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous venez vous faire former, nous allons vous orienter vers les structures étatiques qui sont habilitées à financer les projets. Lorsque nous avons été reçus à la primature et que nous disons, voilà, monsieur le Premier ministre, voilà les projets que nous avons et que nous comptons mettre à la disposition des jeunes Ivoiriens, nous avons été orientés vers le ministère de la Jeunesse. Et le ministère de la Jeunesse, avec le Fonds national de la jeunesse, quand ces entrepreneurs viennent et qu'ils sont bien formés, ils ont été bien suivis, le ministère de la Jeunesse les finance leurs projets pour lesquels ils sont venus les voir. Alors très bien, M. Kouadio, vous parlez de volonté et juste un peu de moyens. Avec 50 000 francs, on peut démarrer une activité. Très bien. Et également lutter contre la pauvreté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est estimé à combien environ? Voilà. Oui, selon la dernière étude du PNUD, un Ivoirien sur deux vit dans la pauvreté. Donc nous avons 51% de taux de pauvres en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors pour parler justement de votre organisation, nous allons suivre ce reportage de Vénance Herman Niamien. 98% des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire sont dans l'informel, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont aucune identité juridique. Leur manque d'organisation et la mauvaise gestion des dirigeants occasionnent très souvent leur disparition précoce. Après un diagnostic, l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, ou PMC, décide de former les acteurs à l'entrepreneuriat et à la pérennisation des affaires.
Kone Kwasi Zefril est bénéficiaire de ces formations. Aujourd'hui, il parvient à gérer ses 2 magasins de vente de chaussures et de sacs à main avec professionnalisme. Depuis que nous avons suivi cette formation, nous avons amélioré d'abord notre qualité de vente. À savoir, nous avons pu augmenter notre chiffre d'affaires. Et à l'issue de cela aussi, au niveau même de la comptabilité, de façon proprement dite, nous avons acquis des atouts qui nous ont permis quand même d'améliorer notre comptabilité. Kone Kwasi ambitionne d'agrandir ses affaires. Son vœu, dit-il, est d'être propriétaire d'une chaîne de distribution de friperies dans toute la sous-région. Ce vœu n'est pas impossible. Ce jeune entrepreneur titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Nemba Nguessan, lui, est photographe. Il est également bénéficiaire de formations en entrepreneuriat et en création d'entreprises. Il dit avoir les rudiments nécessaires pour être un chef d'entreprise. Il n'attend donc que les moyens pour s'offrir un laboratoire de photographie. Je suis aujourd'hui autonome, donc mon souhait, c'est d'avoir un labo pour exercer. L'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire soutient également les PME en difficulté financière. L'OPMC a favorisé le relèvement de plusieurs PME en difficulté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette organisation créée en 1998 compte plus de 3500 adhérents. Monsieur Kouadio, vous êtes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous amenez les jeunes en luttant bien sûr contre la pauvreté à avoir du travail. Alors, au niveau des petites et moyennes entreprises, qu'en est-il de la transformation de vos produits? Très bien. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons un besoin réel de la transformation des produits que nous avons. Mais vous verrez que ces derniers temps, le président de la République, dans ses différents déplacements, a mis l'accent sur des partenaires extérieurs qui vont venir nous épauler à pouvoir mettre un dispositif clair, puissant pour la transformation des produits. Donc vous verrez que très bientôt, ce seront des choses qui seront faites. C'est pourquoi nous voulons saluer le gouvernement, à la tête le président Alassane Ouattara, et aussi le Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, qui ont voulu prêter une oreille attentive au secteur privé en accordant 25% du budget national à ce secteur-là. Cela veut dire qu'il y a bon espoir. Très bien. En attendant cette transformation, vous êtes à l'extérieur parce que à la faveur de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act aux États-Unis d'Amérique, vous envoyez, vous faites partie certains de vos produits aux États-Unis d'Amérique quand vous savez que le marché américain est très rigoureux. Oui, à ce niveau, je voudrais dire que d'abord, être sur la liste des bénéficiaires de la loi américaine est un pain béni. Donc, aujourd'hui, c'est de tout faire pour que nous puissions avoir accès davantage sur le marché américain. C'est pourquoi nous orientons les entreprises que nous avons en charge sur la qualité des produits, pour que plus tard, il y ait encore plus d'accessibilité sur le marché américain. Aujourd'hui, il y a 3 types de produits qui ont été sélectionnés. Nous avons le cacao, les fèves de cacao, et nous avons aussi le textile. Notre but, notre objectif, c'est de tout faire pour que nous ayons un panoplie de projets, de produits qui pourra inonder le marché américain. Nous avons, l'année précédente, il y a eu 467 250 milliards tirés de l'exportation. Pourquoi pas ne pas doubler l'année prochaine? Et cela est possible. Et avec un peu d'effort, vous allez atteindre cette panoplie de produits que vous voulez vendre sur le marché américain. Nous recevions M. Jérémy Kouadio, président de l'Organisation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Avant de refermer ce journal, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, quittait Abidjan ce dimanche pour New York, aux États-Unis d'Amérique, où il prendra part à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, retrouvez le plaisir de vous informer également sur le site de la RTI, www.rti.ci.